Alors la première question, elle portait sur la RSE des entreprises et je pense en fait vous faites référence aux obligations de reporting des entreprises sur les émissions de gaz à effet de serre sur 3 périmètres qu'on appelle des scopes, qui sont donc le scope 1, en gros, les activités propres de l'entreprise. Ensuite, le scope 2, c'est sa consommation d'énergie, en gros, donc les émissions induites. Et enfin, le scope 3, c'est toute la chaîne de valeur, donc qui va des sous-traitants, donc auxquels on achète des biens intermédiaires ou des services, et puis ensuite les produits ou les services qu'on met sur le marché, les émissions de gaz à effet de serre induites. En fait, c'est ça qui compte en réalité côté climat, c'est vraiment l'intégralité. Ça peut être aussi des émissions évitées d'ailleurs, dans certains cas, si on vend des services qui permettent d'éviter des émissions ailleurs. Et donc, j'ai pas une réponse simple à votre question, à part de dire que cette partie scope 3, c'est la plus délicate, la plus importante, notamment pour que les groupes importants puissent entraîner toute leur filière d'approvisionnement, tous leurs sous-traitants. Et c'est un des aspects pour lesquels on a des leviers d'action, pas uniquement en France ou en Europe, mais à grande échelle. Et quand on regarde l'empreinte carbone de la France, elle est particulière. Nous, on a énormément désindustrialisé. Du coup, on importe des biens manufacturés venant d'autres régions du monde, qui ont un mix énergétique souvent plus carboné que le nôtre. Et du coup, notre empreinte carbone nette de notre consommation, elle est quasiment 50% de plus que les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire national. Et donc le Haut Conseil Climat avait fait un rapport qui portait sur l'empreinte carbone en soulignant que ces aspects-là et le travail sur les fournisseurs pouvaient aussi permettre d'être un vecteur qui engage des changements de pratiques dans les autres pays hors Union européenne sur lesquels des usines sont implantées et qui fournissent en France et en Europe. Voilà, donc ça, c'est juste pour expliquer pourquoi c'est important. C'est aussi important, je pense, par rapport à l'information qui est envoyée aux investisseurs, parce que c'est pour ça que ça compte, en fait. Les rapports RSE, donc responsabilité sociale et environnementale, ils rentrent notamment dans des cadres d'étiquetage par rapport aux investisseurs qui recherchent des investissements, on va dire, socialement responsables, avec des critères qui se durcissent en Europe et qui sont combattus aux États-Unis par rapport à ces aspects assez stricts. Donc sur les formations, je pense qu'il existe des formations en sciences de gestion sur les émissions Scope 3, notamment de certaines écoles de management et de commerce qui permettent d'apprendre, et je crois que j'avais vu passer des diplômes universitaires d'ailleurs, qui permettent de mieux le faire. Autre option, c'est les réseaux d'acteurs, donc ceux qui sont impliqués dans la RSE des entreprises. Il existe des réseaux d'acteurs, je pense notamment à un réseau qui s'appelle Alumni pour la planète, qui sont en fait des gens qui ont fait des formations post-bac, qui veulent être engagés et font des retours d'expérience dans différents contextes, notamment sur des aspects très opérationnels dans les entreprises. Donc c'est comment on fait mieux, comment on met en place ces outils, comment on embarque aussi les collaborateurs pour que ce soit une réalité et pas simplement un affichage qui fait joli dans un rapport annuel. Alors j'espère avoir donné quelques pistes. Et je sais qu'il existe des cadres de responsables RSE d'entreprise, donc je le retrouverai après, mais vous pourrez le trouver sur LinkedIn, je pense, qui permettent aussi d'avoir des espaces d'échange et avoir le retour d'expérience de ceux qui l'auraient déjà mis en place pour vous simplifier la vie. Puis dernière chose, il y a une très bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne a une directive donc, qui a été poussée au Parlement européen pour protéger les consommateurs, pour éviter ce qu'on appelle le greenwashing ou l'éco-blanchiment. Et donc, à partir de 2026, toutes les allégations de produits éco, neutres en carbone et tout le reste, ne seront pas autorisées s'il n'y a pas la preuve des actions de l'entreprise sur ses émissions Scope 3. Donc ça, c'est un point qui est vraiment utile, je pense. C'est-à-dire l'anticiper et voir que effectivement, ça peut apparaître comme une contrainte parfois bureaucratique, mais en réalité, ça rend responsable l'entreprise de son activité et des émissions de gaz à effet de serre associées, et ça peut aussi lui permettre de trouver des outils qui rendent visibles aux consommateurs ces meilleures pratiques et en faire un avantage, si c'est bien fait. Oui, on peut aussi le voir dans l'autre sens. Et l'exemple que j'ai, c'est une coopérative laitière au Danemark
qui a fait un énorme travail pour réduire son empreinte carbone et qui du coup le rend visible. C'est pas de la pub en fait, hein. Elle met ça en ligne de manière très transparente et les consommateurs les plus exigeants savent que c'est un travail sérieux, crédible et de long terme. Donc il y a aussi ce côté-là qui peut être intéressant.